Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les terrains d'entraînement de la base militaire de Saint-Vincent, tandis qu'Élodie Marceau restait discrètement en retrait de la formation. Sa silhouette menue semblait écrasée par la stature imposante des soldats qui l'entouraient. D'une voix presque timide, elle demanda à être dispensée de l'entraînement physique, évoquant de vieilles blessures. Le colonel Adrien Morel la fixa, puis laissa échapper un ricanement glacial qui résonna sur tout le terrain. « Endurcis-toi comme un vrai soldat », lança-t-il d'une voix tranchante, saturée de mépris. Mais ce qui allait suivre allait réduire au silence non seulement le colonel, mais chaque soldat présent lorsqu'Élodie entreprit de retirer son blouson, dévoilant une vérité capable d'ébranler tout ce qu'il croyait savoir du courage, du sacrifice et de la véritable signification du mot « guerrier ». Avant de poursuivre, pensez à vous abonner pour soutenir l'histoire et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Avant que nous ne replongions dans l'histoire, dis-moi d'où tu nous écoutes. Et si ce récit t'inspire, abonne-toi, car demain j'ai gardé pour toi quelque chose de très spécial. L'air vif d'octobre mordait à travers les uniformes, tandis que près de 200 militaires étaient rassemblés sur le vaste terrain de la base. La vapeur de leur souffle formait de petits nuages qui s'évanouissaient aussitôt dans la brise matinale. Le craquement régulier des rangers sur l'herbe givrée emplissait l'air, alors que des soldats venus de différentes unités se regroupaient pour l'évaluation physique trimestrielle obligatoire, un rituel ancré depuis leur premier jour d'instruction. À l'avant de la formation se tenait le colonel Adrien Morel. Mesurant 1,90 m, sa silhouette imposante attirait instinctivement l'attention. Son uniforme impeccable, repassé à la perfection, tranchait dans la lumière matinale. À 52 ans, Morel incarnait 3 décennies de service, d'ordre et de conviction absolue. Pour lui, la condition physique était la pierre angulaire de la préparation militaire. Sa voix, lorsqu'il parlait, portait l'autorité d'un homme qui n'avait jamais douté de ses méthodes. « Écoutez bien, soldats !» lança-t-il, sa voix sifflant comme une lame dans l'air froid. « Aujourd'hui, cette évaluation décidera de votre aptitude au service, de votre capacité à être déployé et de votre engagement envers les standards qui nous séparent des civils. Pas d'excuses, pas d'exceptions, pas de raccourcis. Vous accomplirez chaque épreuve du mieux possible, car c'est ce que font les vrais soldats. » Au milieu de la mer d'uniforme se tenait Élodie Marceau, à peine 1,60 m, peut-être 55 kg tout au plus. Ses cheveux châtains, strictement ramenés en chignon réglementaire, ne laissaient échapper aucune mèche. Ses yeux noisettes brillaient d'une intensité discrète que peu prenaient la peine de remarquer. Pour ses camarades, elle n'était qu'une simple secrétaire militaire, l'une de ces nombreuses administratives chargées de faire tourner la machine à coups de dossiers et d'horaires. Son quotidien consistait à classer des formulaires, gérer des plannings et traiter des procédures que les soldats de terrain ignoraient complètement. Affectée à Saint-Vincent depuis 8 mois, elle avait demandé ce transfert depuis une autre affectation, sans attirer l'attention. Discrète, appliquée, elle s'en tenait à son travail et participait rarement aux discussions de salle de repos. Certains la disaient asociale, d'autres timide. La vérité était bien plus complexe qu'il ne pouvait l'imaginer. Tandis que le colonel poursuivait son discours sur les standards attendus, Élodie sentit cette contraction familière envahir sa poitrine. La sensation débutait toujours de la même manière, une pression subtile qui se répandait comme des ondes sur l'eau. Sa respiration devint plus courte. Instinctivement, elle se redressa pour compenser cette douleur persistante qui courait le long de son flanc gauche, une compagne silencieuse dont elle avait appris à gérer la présence, mais jamais à s'en défaire. Le test physique comportait 4 épreuves, pompes, abdominaux, course de 3 km et un parcours d'obstacles mesurant endurance et agilité. Pour la plupart, c'était une formalité, une manière de prouver leurs conditions et leur esprit compétitif. Pour Élodie, c'était tout autre chose, l'affrontement direct avec des limites qu'elle s'efforçait de repousser depuis 2 ans. Des limites liées à des souvenirs qu'elle aurait donné n'importe quoi pour oublier. « Première épreuve, pompe !» annonça Morel d'une voix qui résonna sur le terrain. « Vous avez 2 minutes, amplitude complète, aucune modification. Positionnez-vous !» Les soldats s'étalèrent sur la zone marquée au sol. Les sous-officiers rythmaient la séance, scandant les règles et veillant au respect des mouvements. Élodie s'agenouilla, posa ses mains sur le sol gelé. Une traction familière se fit sentir dans son dos et ses côtes, comme une brûlure ancienne prête à se rallumer. Elle descendit une première fois et une douleur aiguë la transperça, l'obligeant à marquer un arrêt avant de remonter.
Chaque mouvement semblait déséquilibré, son corps en résistance contre lui-même. Après 15 répétitions, la douleur se mua en une brûlure sourde, irradiant tout son flanc. Des gouttes de sueur perlèrent, non pas sous l'effort, mais sous la tension de rester impassible. Elle força encore 10 répétitions, puis dut se relever, incapable d'aller plus loin sans aggraver la douleur. Elle se remit debout, chaque geste mesuré, et s'écarta de la zone. Quelques regards se tournèrent vers elle, oscillant entre curiosité et jugement, mais elle resta droite, fixant l'horizon. Elle s'approcha du colonel, observateur sévère des exercices. « Mon colonel, dit-elle d'une voix posée, malgré l'inconfort qui la traversait. Je dois demander une exemption, de vieilles blessures se réveillent aujourd'hui. » Morel tourna la tête, son visage passant de la concentration à l'irritation glaciale. Ses yeux gris s'étroisirent en examinant cette silhouette frêle, ce qu'il percevait comme une faiblesse incompatible avec l'uniforme. Dans son esprit, servir signifiait dépasser la douleur, prouver sa valeur par l'endurance. « De vieilles blessures ?» répéta-t-il d'un ton lourd de scepticisme. « Soldat, on dirait que vous n'avez jamais vu un jour de vrai service. À quoi faites-vous allusion? Une cheville tordue? Un muscle froissé en soulevant trop de dossiers ?» Quelques rires nerveux éclatèrent dans les rangs. Élodie sentit la chaleur de l'humiliation monter, mais son visage resta neutre. Le colonel, enhardi par la tension, enfonça le clou. « Laissez-moi deviner, poursuivit-il. Des années derrière un bureau vous ont ramolli au point que l'effort vous terrorise. Eh bien, sachez-le, Marceau, dans mon unité, pas de passe-droit. Que vous soyez aux archives ou en première ligne, vous passerez cette évaluation comme tout le monde. » Sa voix s'éleva encore, s'assurant que ses mots frappent l'ensemble du terrain. Les soldats cessèrent peu à peu leur pompe pour observer, transformant l'échange en spectacle public. Le colonel savourait son effet, sa poitrine gonflée par l'autorité. « Voilà votre problème, Marceau, lança-t-il. Vous avez oublié ce que c'est d'être soldat, vous vous êtes ramolli. Vous vous êtes installé dans le confort. Vous croyez qu'en traitant des formulaires, vous pouvez vous soustraire aux mêmes règles que les autres. Eh bien, pas sous mon commandement. Ici, chaque militaire, quel que soit son rôle, répond aux mêmes standards, physiques comme mentaux. » Élodie encaissa en silence. Elle aurait pu expliquer. Elle aurait pu prononcer quelques mots qui auraient instantanément réduit ce discours au néant. Mais elle savait qu'aucune explication ne porterait autant de poids que ce qu'elle allait montrer. Le silence tomba lourdement sur le terrain d'entraînement. Les soldats, figés dans leurs mouvements, retenaient leur souffle. Élodie resta immobile, ses yeux noisettes fixés sur un point invisible au-dessus de l'épaule gauche du colonel. Sa respiration restait régulière, comme si elle contrôlait chaque inspiration pour masquer la douleur qui irradiait de son flanc. Morel venait de conclure sa tirade en accusant ses blessures d'être imaginaires. Ces deux mots résonnaient comme une gifle suspendue dans l'air glacé. Les oiseaux, insensibles au drame humain, poursuivaient leurs chants matinaux, tandis que les ombres s'épaississaient sur l'herbe givrée. Alors, sans prononcer une seule syllabe, Élodie leva lentement la main et saisit la fermeture éclair de son blouson réglementaire. Le geste précis semblait démesurément fort dans le silence ambiant. Le son métallique du zip résonna, attirant instantanément tous les regards. Elle écarta le tissu kaki, retira soigneusement sa veste et la plia avec une discipline militaire avant de la poser à ses pieds. Sous le t-shirt olive, son corps tremblait légèrement, non de peur, mais sous l'effet combiné du froid et de la douleur contenue. Puis, avec le même calme implacable, elle attrapa l'ourlet de son t-shirt et le remonta, lentement, très lentement, révélant son abdomen pâle, puis ses côtes, puis enfin son dos, alors qu'elle se tournait à demi pour que l'assemblée entière puisse voir. Le premier souffle étouffé s'échappa d'un soldat dans la foule, puis un autre, et en quelques secondes, 200 hommes et femmes retinrent collectivement leur respiration devant ce qu'ils découvraient. Son dos, son flanc gauche, ses côtes, tout était recouvert de cicatrices. Pas de fines lignes chirurgicales, mais des zébrures profondes, irrégulières, laissées par des éclats de métal projetés à haute vitesse. Certaines étaient épaisses comme des crayons, d'autres ramifiées comme la foudre. Un entrelac brutal qui témoignait de violence et de survie. Les cicatrices variaient de teintes, certaines encore rosées, d'autres blanchies par le temps, mais toutes formaient un tableau implacable, le corps d'une survivante. Pour les soldats expérimentés, le motif était immédiatement reconnaissable. C'était la signature des blessures causées par un engin explosif improvisé. Pas un accident banal, pas une simple chute,
Non, le type de blessure qu'on ne voit que dans les rapports classifiés de mission spéciale. Un soldat vétéran, le visage soudain blême, murmura « Mon Dieu, ce sont des éclats !» Une caporale ajouta à voix basse « Comment peut-elle seulement tenir debout ?» Les jeunes recrues, elles, restaient pétrifiées, confrontées pour la première fois à la réalité brute des cicatrices de guerre. Le colonel Morel, lui, sentit le sang quitter son visage. Il connaissait ce schéma, il l'avait déjà vu, mais uniquement dans des dossiers confidentiels, lors de débriefings à huis clos. C'était le motif typique décrit après l'opération Mirage Sable, menée 18 mois plus tôt dans une vallée reculée d'Afghanistan. Une mission officiellement classée comme un succès sans perte, mais dont il savait que la vérité avait été maquillée. À cette époque, il avait assisté à une réunion restreinte où un officier avait évoqué, avec un jargon clinique, un soldat grièvement blessé par une déflagration. Des éclats avaient transpercé son dos et son flanc, nécessitant plusieurs chirurgies et une rééducation interminable. Tout cela lui revenait avec une netteté glaçante. Les cicatrices d'Élodie correspondaient exactement à cette description. Un frisson parcourut la foule. L'atmosphère avait basculé de la moquerie à la révérence muette. Les soldats, qu'ils soient jeunes recrues ou vétérans aguerris, comprenaient tous que ce qu'ils voyaient dépassait l'ordinaire. Ce n'était pas une femme qui cherchait à esquiver un test, mais une survivante d'une mission dont l'existence même était censée être effacée des registres. L'adjudant-chef Isabelle Delaunay, une vétérane de 20 ans de service avec plusieurs déploiements en Irak et en Afghanistan, sentit ses yeux s'embuer malgré elle. Elle avait vu des camarades déchiquetés par les engins explosifs improvisés. Elle avait assisté à des cérémonies funèbres, serrant les poings face au cercueil recouvert de drapeaux. Elle savait, mieux que beaucoup ici, que les cicatrices d'Élodie étaient plus qu'une marque physique. Elles étaient le témoignage de l'enfer traversé et de la force qu'il fallait pour s'en relever. Élodie restait immobile, son t-shirt toujours remonté, exposant au froid ses marques de chair et d'histoire. Son visage demeurait calme, presque serein. Elle ne cherchait ni pitié, ni gloire. Elle offrait simplement la vérité nue, imposante, irréfutable. La vérité qu'aucun mot n'aurait pu rendre aussi éloquente. Enfin, elle abaissa lentement son vêtement et le remit en place avec la même discipline que pour ses autres gestes. Elle se pencha pour ramasser sa veste, l'enfila, puis redressa la tête. Sa voix, lorsqu'elle brisa le silence, était douce mais ferme et résonna comme une gifle morale pour ceux qui l'avaient jugée. « Mon colonel, dit-elle simplement, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais regagner mes fonctions. » Sa phrase sonnait moins comme une demande d'autorisation que comme une déclaration d'indépendance. Elle avait démontré qu'elle n'était pas soumise aux jugements extérieurs, mais seulement à sa propre vérité. Morel ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses yeux cherchaient une réplique, une justification, mais sa voix l'avait trahi. Chaque soldat présent observait la scène, jugeant à son tour non plus Élodie, mais son supérieur. Les épaules du colonel s'affaissèrent et pour la première fois depuis des années, il sentit la lourdeur d'une erreur irréversible. Élodie tourna les talons et quitta le terrain d'un pas mesuré, chaque foulée empreinte d'une dignité inébranlable. Derrière elle, les rangs de soldats commencèrent à se disperser, incapables de reprendre une séance d'entraînement après avoir été témoins d'une telle révélation. Leurs murmures s'élevaient, mais avec une retenue respectueuse, comme si chacun comprenait que ce qu'ils avaient vu méritait le silence plus que les mots. L'adjudant-chef Delaunay s'approcha du colonel, son visage impassible, mais ses yeux durs comme l'acier. Sa voix fut basse, presque un murmure, mais chaque syllabe pesait lourd. « Mon colonel, nous devons parler de ce qui vient de se passer. » Morel acquiesça faiblement, le visage encore livide. Il savait qu'elle avait raison. Ce matin-là, il n'avait pas seulement humilié une subordonnée. Il avait déclenché une tempête qui dépasserait le simple cadre d'un test de conditions physiques. Dans son petit bureau administratif de la base de Saint-Vincent, Élodie Marceau retrouva son environnement habituel. Les piles de dossiers soigneusement classés, l'écran de son ordinateur affichant les tableaux Excel interminables, la routine millimétrée qui rythmait ses journées. Tout paraissait exactement comme la veille, et pourtant, rien n'était plus pareil. Ce matin-là, elle avait mis fin à des mois de silence. Ses cicatrices, longtemps cachées sous l'uniforme, avaient été exposées à près de 200 témoins. Elle savait que les rumeurs parcouraient déjà la base comme un feu de paille. Assise, elle fixa un instant son écran sans vraiment voir les chiffres défiler. Les images revenaient, le bruit assourdissant de l'explosion, la chaleur brûlante du métal qui transperce la chair,
Les cris de ses coéquipiers et le sol rocailleux d'Afghanistan taché de sang, l'opération Mirage Sable, elle ne l'oublierait jamais. C'était censé être une mission presque routinière. Un raid nocturne dans une vallée isolée, visant un artificier ennemi responsable de dizaines de morts parmi les forces alliées. Le plan était simple, précis, répété en simulation. L'équipe devait progresser discrètement, neutraliser la cible, récupérer des informations, puis repartir. Élodie, affectée comme spécialiste en communication, restait en retrait pour gérer les transmissions et coordonner les frappes aériennes si nécessaire. Mais la mission, en apparence banale, avait viré au cauchemar. Dès leur approche du campement ennemi, un détail aurait dû les alerter. L'absence totale de sentinelles. Un silence anormal. Mais pressés par le calendrier et convaincus par le renseignement, ils avaient poursuivi. Quand l'engin explosa à 50 mètres de l'objectif, le monde d'Élodie bascula. La déflagration la projeta au sol, ses tympans hurlant sous le choc, son corps transpercé par une pluie de métal. Les éclats déchirèrent tout son dos, ses côtes, son flanc. Elle sentit aussitôt le sang envahir son uniforme. Allongée, suffocante, elle tenta d'évaluer ses blessures, mais déjà les tirs ennemis crépitaient autour d'eux. Le groupe était tombé dans une embuscade méticuleusement préparée. Des tirs croisés depuis les hauteurs, des explosifs disséminés sur le terrain, tout avait été pensé pour transformer la vallée en piège mortel. Malgré la douleur fulgurante, Élodie resta consciente. Sa formation prit le dessus sur son instinct de survie. Elle réussit à remettre en marche une radio de secours et à transmettre les coordonnées pour une frappe aérienne. Entre deux communications, elle pressait des bandages de fortune contre ses plaies, ses mains couvertes de sang, son souffle court. Elle continuait d'émettre, de guider les hélicoptères d'évacuation jusqu'à ce que le dernier membre de son équipe fût embarqué. Elle monta parmi les derniers, titubante, le visage pâle, le corps à moitié engourdi. Dans l'hélicoptère, elle perdit connaissance à plusieurs reprises. Les médecins militaires luttèrent pour contenir l'hémorragie. 8 heures de chirurgie plus tard, on avait retiré une partie des éclats, mais certains étaient trop profondément enfouis. Il resterait en elle souvenir permanent d'un matin où tout avait basculé. Sa convalescence avait duré des mois, kinésithérapie, opérations supplémentaires, nuits blanches hantées par les cris de ses camarades. On l'avait ensuite discrètement transférée sur des fonctions administratives, loin des champs de bataille, mais toujours sous l'uniforme. Élodie savait qu'un jour, sa couverture volerait en éclats. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que ce soit ce matin-là, devant tout un régiment. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. En levant les yeux, elle découvrit le colonel Morel. Sa prestance habituelle avait disparu, remplacée par une gêne palpable. Ses épaules s'étaient affaissées, son visage marqué par une fatigue morale. Il resta un instant sur le seuil, comme s'il cherchait le courage d'entrer. « Caporal Marceau » dit-il enfin, sa voix étrangement incertaine. « Puis-je entrer ?» Élodie désigna la chaise en face de son bureau. « Bien sûr, mon colonel. » Il s'assit, posa ses mains sur ses genoux et resta silencieux plusieurs secondes. Puis, dans un souffle, il lâcha « Je vous dois des excuses, ce que j'ai dit ce matin, mes jugements, mes mots, c'était inacceptable. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai commis une erreur grave. » Élodie l'écouta attentivement, sans rien laisser paraître. Elle avait déjà entendu des excuses, certaines sincères, d'autres creuses. Elle savait reconnaître la différence. « J'accepte vos excuses, » répondit-elle d'une voix égale. « Mais vous comprenez que cette situation dépasse largement nos échanges personnels. Ce matin, devant 200 témoins, vous avez mis en cause des blessures que je ne pouvais expliquer sans exposer ce que je n'étais pas censé révéler. » Morel hocha la tête, conscient de l'ampleur de son erreur. « Oui, et c'est bien là le problème. J'ai déjà été contacté par mes supérieurs. Il va y avoir une enquête, pas sur vous, mais sur moi. Ils doivent déterminer si mon comportement a constitué une violation des protocoles de sécurité. » À cet instant, un nouveau coup retentit à la porte, plus ferme. Un homme entra, vêtu d'un costume sobre, cheveux poivre et sel, allure discrète mais présence indéniable. Il portait sur lui cette neutralité professionnelle caractéristique des enquêteurs militaires. Caporal Marceau, colonel Morel. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait peser. « Je suis l'agent Julien Carrel de l'Office des enquêtes spéciales. Nous devons parler de ce qui s'est passé ce matin. » Le silence emplit la pièce. Élodie comprit aussitôt, ce qu'elle avait dévoilé n'était plus seulement une affaire de commandement. C'était désormais une question de sécurité nationale. L'agent Julien Carrel referma doucement la porte derrière lui et prit place à côté du colonel Morel, face à Élodie.
Sa posture, droite mais non menaçante, dégageait une autorité tranquille, celle de ceux qui avaient vu et entendu plus qu'ils ne pouvaient jamais dire. Ses yeux, d'un marron perçant, observaient Élodie avec une attention clinique. « Caporal Marceau, j'ai lu votre dossier », commença-t-il d'une voix basse mais ferme. Pas seulement la version officielle, aussi l'annexe classifiée. Je sais que ce qui s'est produit ce matin n'était pas de votre fait. Vous avez tenté d'éviter la confrontation, mais le contexte vous a forcé à agir. Élodie ne répondit pas. Elle soutint simplement son regard, professionnel, maîtrisant chaque nuance de son expression. Elle savait qu'il avait accès à des informations que la plupart des officiers sur cette base ne pourraient jamais consulter. Car elle poursuivit. Le problème, c'est qu'il y avait près de 200 témoins. Trop pour espérer enterrer l'affaire. Trop pour contrôler les rumeurs. Nous allons devoir gérer cette situation, non pas par la dissimulation, mais par le contrôle des dégâts. Le colonel Morel, blême, serra les poings sur ses genoux. « Quelles sont les conséquences ?» demanda-t-il, sa voix étranglée. Carrel se tourna vers lui, son ton se durcissant. « Colonel, vous êtes relevé de vos fonctions à titre temporaire. Une enquête complète va déterminer si vos propos et votre gestion de la situation constituent une violation des protocoles de sécurité. Vous savez comme moi que cela peut mettre fin à une carrière. » Morel acquiesça lentement, le visage ravagé par une honte silencieuse. Lui, le modèle de discipline et d'autorité, se retrouvait réduit au rôle d'accusé, jugé pour avoir méprisé une soldate qui, en réalité, portait sur son corps les preuves d'un sacrifice que lui-même n'avait jamais connu. Carrel se tourna de nouveau vers Élodie. Son ton se fit plus mesuré, presque compatissant. « Caporal, et votre couverture est compromise. Vous ne pourrez plus rester ici dans un rôle administratif. Chaque regard, chaque murmure vous rappellerait cet instant. » Il ouvrit un dossier devant lui et fit glisser quelques pages. Vous avez deux options. La première, accepter une retraite médicale anticipée, avec pension et soins couverts. Cela vous permettrait de quitter l'armée et de reconstruire votre vie ailleurs. La seconde, accepter une nouvelle affectation, dans un environnement où votre passé sera compris et protégé. Élodie inspira profondément. Ces deux voies se tenaient devant elle comme deux routes divergentes. Une vie civile, stable mais détachée de l'armée qui avait façonné son identité. Ou un retour, pas sur le terrain mais dans un rôle où son expérience servirait directement à d'autres. « Où ?» demanda-t-elle simplement. « Quand Montclair ?» répondit Carrel sans détour. « Le commandement des opérations spéciales a besoin d'instructeurs pour préparer les nouvelles recrues. Votre vécu, votre expertise, ce serait inestimable. Là-bas, vos cicatrices ne seraient pas vues comme une faiblesse, mais comme une preuve d'expérience. » Le silence s'installa, pesant. Élodie baissa les yeux vers ses mains, qui effleuraient machinalement le bord de son bureau. Elle pensa aux mois de rééducation, aux nuits blanches, au visage de ses camarades tombés lors de Mirage Sable. Elle pensa aussi au regard bouleversé des jeunes soldats qui ce matin avaient découvert ce que signifiait réellement le mot « sacrifice ». Peut-être pouvait-elle transformer cette douleur en enseignement. « Je veux du temps pour réfléchir », dit-elle enfin, sa voix calme mais ferme. Carrel hocha la tête. « Bien entendu, c'est une décision qui marquera le reste de votre vie. » Il referma son dossier et se leva. Avant de sortir, il ajouta, presque à titre personnel, « Pour ce que ça vaut, caporal, vous avez gagné le respect de tout le monde, y compris au plus haut niveau. » Peu de gens auraient géré cette situation avec autant de dignité. Après son départ, la pièce resta silencieuse. Le colonel Morel, encore assis, semblait vidé de toute énergie. Il finit par relever les yeux vers Élodie. « Je suis désolé, dit-il d'une voix brisée. Je ne mérite sans doute pas votre pardon, mais je veux que vous sachiez que je regrette profondément mes paroles. » Élodie le fixa un instant puis répondit simplement « Je ne vous en veux pas personnellement. Vous avez jugé avec des informations incomplètes. Mais c'est précisément ce qui rend vos paroles si dangereuses. » Ces mots frappèrent Morel avec plus de force que n'importe quelle sanction disciplinaire. Elle ne cherchait pas la vengeance, elle constatait un fait. Et ce constat était impitoyable. Les jours suivants, la base entière bruissait encore de l'événement. Chacun racontait à sa façon la scène. Le colonel arrogant réduit au silence, la jeune secrétaire se révélant vétérane d'une mission fantôme, les cicatrices gravées dans la mémoire collective. Certains exagéraient, d'autres minimisaient, mais tous convenaient d'une chose, ils avaient assisté à un moment qui dépasserait les simples potins de caserne. Quelques semaines plus tard, le rapport de l'enquête tomba.
Le colonel Morel était reconnu coupable de manquement au protocole, sanctionné d'une mise à l'écart définitive de tout commandement opérationnel. Sa carrière, brillante jusque-là, s'achevait dans la grisaille d'un bureau secondaire. Pour l'armée, c'était un message clair, l'arrogance et l'ignorance pouvaient coûter aussi cher que la lâcheté. Quant à Élodie, l'heure des choix approchait. Chaque soir, seule dans son logement spartiate, elle pesait les options. Quitter l'uniforme, tourner la page ou continuer différemment. Elle revoyait les visages de ses camarades disparus, leurs voix, leurs rires étouffés par les flammes et les déflagrations. Elle se souvenait de leurs rêves, de leurs espoirs. Pouvait-il trouver un sens si elle abandonnait maintenant? Le jour où elle remit sa décision, elle entra dans le bureau de l'agent Carrel. Elle avait la tête haute, le regard décidé. « J'accepte l'affectation au camp Montclair », déclara-t-elle. Carrel esquissa un léger sourire, le premier qu'elle lui voyait. « Vous ne le regretterez pas. Là-bas, vous serez à votre place. » Ce fut ainsi qu'une nouvelle page s'ouvrit. Non plus celle d'une survivante en retrait, mais celle d'une instructrice, prête à transmettre ce qu'elle avait appris dans la douleur pour sauver d'autres vies. Le transfert d'Élodie Marceau fut rapide, presque discret. En moins de 6 semaines, ses affaires étaient emballées et elle quittait la base de Saint-Vincent pour rejoindre le camp Montclair, vaste complexe entièrement dédié aux opérations spéciales. Là-bas, tout respirait l'élite. Les couloirs résonnaient des pas d'hommes et de femmes qui s'entraînaient à affronter les pires scénarios, les terrains d'exercice étaient truffés de parcours d'obstacles complexes, et chaque salle de classe débordait de manuels, de cartes et de matériel tactique. Dès son arrivée, elle fut accueillie par le colonel Claire Fontaine, commandante de l'école de formation. Grande, énergique, charismatique, cette femme avait elle-même servi dans des unités spéciales et portait dans son regard l'autorité de ceux qui savaient ce que signifiait la guerre. Après l'avoir saluée, elle lui dit simplement « Ici, vos cicatrices ne sont pas un poids, elles sont votre légitimité. Nos jeunes doivent apprendre de quelqu'un qui a survécu là où tant d'autres sont tombés. » Ces mots suffirent à balayer les doutes qu'Élodie portait encore. Elle avait trouvé sa place. Ses premières semaines comme instructrice furent intenses. Les journées s'enchaînaient entre cours théoriques et exercices pratiques. Les recrues, jeunes officiers et sous-officiers destinés aux unités spéciales, buvaient ses paroles avec un mélange de fascination et de respect. Elle ne cherchait pas à impressionner par de grands discours. Au contraire, elle parlait avec sobriété, mais chaque phrase portait la force du vécu. Un après-midi, un jeune lieutenant au visage encore marqué par l'enthousiasme de la jeunesse vint la voir à la fin d'un cours. Il s'appelait Thomas Lemaire. « Madame, puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Elle hocha la tête. « Comment gérez-vous la peur au combat? On nous enseigne la tactique, le maniement des armes, les procédures. Mais la peur, personne n'en parle vraiment. » Élodie resta un instant silencieuse. Elle connaissait cette question. Elle l'avait entendue maintes fois dans les couloirs de rééducation, dans la bouche de soldats brisés par le souvenir des combats. « La peur n'est pas votre ennemi », répondit-elle enfin. « La peur est une information. Elle vous dit que vous êtes en danger. Elle vous oblige à rester vigilant. Ce que vous devez apprendre, ce n'est pas à l'éliminer, c'est à agir malgré elle. » Le jeune lieutenant acquiesça, mais elle lut dans ses yeux qu'il attendait un exemple concret. Alors, pour la première fois devant une recrue, elle évoqua Mirage Sable. Pas les détails classifiés, pas les aspects du tactique, mais l'essentiel. L'explosion, le choc, le sang, et malgré tout, la radio entre ses mains. « J'étais terrifiée », confessa-t-elle calmement. « Chaque fibre de mon corps voulait s'effondrer. Mais j'avais une tâche. Maintenir la communication, coordonner le soutien aérien. Alors je me suis concentré là-dessus. La peur ne m'a pas quitté, elle est restée, mais elle est devenue du bruit de fond. Et j'ai tenu. » Le silence pesa quelques secondes, puis le lieutenant murmura « Merci, madame ». Et elle vit dans ses yeux qu'il venait de comprendre quelque chose que ni les manuels, ni les simulateurs ne lui auraient appris. Au fil des mois, Élodie trouva dans son rôle une sérénité nouvelle. Les nuits restaient parfois troublées par des cauchemars, mais le jour, elle donnait un sens à ce qu'elle avait vécu. Chaque conseil, chaque avertissement, chaque témoignage devenait une arme offerte à la génération suivante. Ces cicatrices, invisibles sous l'uniforme, étaient devenues un outil pédagogique, une preuve silencieuse qu'on pouvait survivre, se relever et encore servir. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'instruction, le colonel Fontaine marcha à ses côtés.
Vous savez, Marceau, dit-elle, ce que vous avez fait à Saint-Vincent est déjà devenu une légende. On raconte comment vous avez réduit un colonel au silence simplement en révélant la vérité de votre chair. On raconte votre calme, votre dignité. Vos élèves vous voient comme un modèle. Élodie sourit, un sourire modeste. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste mis fin à une situation inconfortable. Justement, répondit Fontaine, c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez montré que la véritable force ne se mesure pas en pompe ou en course, mais dans la capacité à porter ses cicatrices sans honte et à en faire une leçon pour les autres. Ces mots résonnèrent en elle longtemps après, car c'était là le cœur de son cheminement. Transformer la douleur en savoir, la perte en héritage, et prouver que le courage pouvait prendre la forme du silence autant que celle du combat. À Saint-Vincent, on continuait à parler d'elle. Le souvenir de ce matin glacial restait gravé dans l'esprit des soldats présents. Certains racontaient comment le colonel avait pâli en voyant ses cicatrices. D'autres insistaient sur le silence respectueux qui avait suivi. Mais tous s'accordaient sur une chose. Ils avaient appris, ce jour-là, qu'un uniforme peut cacher des histoires infiniment plus grandes que les apparences. À Montclair, Élodie continuait d'écrire la sienne. Chaque nouvelle promotion de recrue repartait avec un peu d'elle, une leçon, une phrase, une image. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était devenue une passeuse, un trait d'union entre les ombres du passé et l'avenir de ceux qui prendraient le relais. Et dans la solitude de ces soirées, lorsqu'elle déposait son uniforme et observait dans le miroir les cicatrices qui parcouraient